Bonjour et bienvenue à tous. Si nous sommes rassemblés ce soir dans cette enceinte, c'est pas simplement pour assister à une joute verbale, mais c'est pour assister à la genèse de plusieurs mois de souffrance, plusieurs mois de transpiration, de ratures, de feuilles déchirées. Et tout au long de cette saison, nous avons vu des étudiants venus de nombreuses écoles s'avancer vers ce pupitre et s'être affrontés avec brio pour défendre et attaquer avec conviction profonde, déblatérer l'essence même de notre humanité, débattre sur la splendeur de l'art et encore la puissance de l'amour. Mais ce soir, pour clore d'une manière majestueuse ce championnat de France de plaidoyer, nous allons repartir des bases avec un petit rappel des règles. Alors, je vous rappelle, aujourd'hui, nous allons assister à un plaidoyer où va s'affronter deux équipes. Ces deux équipes vont être composées de 3 orateurs chacun. Les premiers orateurs s'affronteront sur un sujet, les deuxièmes sur un autre, les troisièmes sur un dernier sujet qui sera une synthèse de la réflexion générale de l'équipe. Les 2 premiers duels seront strictement définis par un sujet qui sera clair et nommé. Les 2 débattants auront des positions qui sont opposées et imposées. Malheureusement pour eux, le temps sera limité. On aime beaucoup les mots, mais il ne faut pas trop en dire. 5 minutes pour faire votre discours. Au bout de 4 minutes 30, je taperai sur la table pour indiquer que l'on rentre dans le temps réglementaire. Au bout de 5 minutes, on vous indiquera de conclure votre discours. Et au bout de 5 minutes 30, on vous dira de vous taire. Un mot après cette phrase, et c'est une faute éliminatoire. Si vous ne finissez pas, si vous ne finissez pas avant les 4 minutes 30, c'est une faute éliminatoire aussi. Suite à chaque discours, il y aura une phase d'interaction qu'on appelle l'affrontement. L'adversaire de la personne qui parle va se lever, poser une question, suite à quoi il y aura une réfutation et une autre réfutation. 30 secondes par réfutation maximum. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'oubliez pas d'éteindre vos réveils, vos alarmes et quoi que ce soit qui pourrait sonner. Bon, maintenant que vous avez un petit rappel des règles, je pense qu'on peut passer à nos merveilleux sujets. N'importe qui dans cette enceinte qui critiquera les sujets sera dès lors exclu, bien évidemment. Le thème principal d'aujourd'hui sera le sacrifice. Les sous-thèmes seront le sacrifice, la loyauté et l'honneur, avec un premier sujet qui sera « La loyauté se trouve-t-elle forcément dans le sacrifice ?» Le deuxième qui sera « Le sacrifice de soi est-il nécessairement un honneur ?» Et le troisième sujet sera donc les 3 sous-thèmes, le sacrifice, la loyauté et l'honneur. À la positive, beaucoup d'applaudissements pour Oratoire HNS. Non. C'est pas maintenant. À la négative, vous allez retrouver Laboratoire HEC. Maintenant que vous êtes au courant des règles, au courant des orateurs, au courant du thème d'aujourd'hui, nous allons passer à nos merveilleux jurys. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nos jurés le responsable de département des sciences humaines et communication de l'EFRAY Paris Panthéon-Assas, Monsieur Jean Soma. Avec lui, nous allons avoir Madame la magistrate de la Cour d'appel de Paris, Valérie Odile Devrieux. Et comme dernier membre du jury, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur l'avocat, ancien secrétaire de la conférence des avocats du barreau de Paris, Monsieur Thibaut Bali. Mesdames et messieurs le public, mesdames et messieurs le jury, du plus profond de mon cœur, je vous demande de profiter de chaque seconde de ce à quoi vous allez devoir assister. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Pardon. Alors, sur le thème, le sacrifice, le sous-thème sacrifice, loyauté et honneur, sur le premier sujet, la loyauté se trouve-t-elle forcément dans le sacrifice ? À la positive, Tristan Luxembourger.
Le vent souffle. Il est temps de s'en aller. En 1944, la marine japonaise est décimée et la guerre déjà perdue. Pour autant, des jeunes Japonais de 16 à 22 ans sont engagés dans des missions suicides avec les forces aériennes restantes. Regardez, en voilà un là, qui, comme tous les autres, s'apprête à faire face à la mort. Dans une pièce sombre, il écrit d'une main qui ne tremble pas. À ses parents qu'il aime, l'heure est pour lui celle de l'ultime sacrifice. Bientôt, il montera dans un vaisseau, dans un siège étroit, sans issue. L'avion décollera et le nez, chargé d'explosifs, pointera vers le vaisseau ennemi. Les yeux rivés sur sa cible, le kamikaze cherche à vivre. Et malgré tout l'endoctrinement de la politique japonaise de l'époque, il le cherche. Pourtant, il commettra cet acte. Parce que la mort du kamikaze est l'acte le plus puissant qu'il puisse faire pour servir son pays, le plus grand acte de loyauté possible. Face à la menace d'extinction de son pays, de ses valeurs, de sa culture et de son culte, que peut-il faire de mieux en reconnaissance et en sentiment d'appartenance auprès de son pays que de s'abandonner complètement à celui-là? C'est une tragédie, que dis-je? C'est un sacrifice que de s'offrir et de se détruire pour une cause qui nous dépasse. Mais c'est justement parce que l'on fait acte de loyauté pour une cause qui nous dépasse, pour une cause qui est beaucoup plus grande que nous, petits hommes que nous sommes, que cet acte, que le sacrifice est le seul acte qui puisse être à la même mesure et répondre aux ambitions que l'on se donne lorsque l'on parle de loyauté. Les hommes de religion en attestent. Ils ponctuent leur vie de rites. Regardez les franciscains. Ils prient 7 fois par jour, et dans ces 7 prières par jour, ils prononcent 3 vœux qui les suivront toute leur vie. Obéissance, chasteté, pauvreté. Le sentez-vous ? Le sacrifice est bien plus qu'un acte, c'est un symbole incarné. Et ce symbole incarné, c'est aussi un message que l'on porte et qui supporte le poids de toutes les croyances qui nous accompagnent. Sinon un acte de barbarie, comment interpréter le sacrifice d'un agneau si les fidèles ne voient pas en lui l'image de leur Messie incarné? La loyauté ne se trouve donc pas dans l'acte anodin. Il n'est pas imitable et tout le monde ne peut pas le faire. Non. La loyauté se retrouve dans un acte de renonciation à ce que l'on peut avoir de plus précieux sur cette terre. Car renoncer, c'est choisir à qui et à quoi on est fidèle. En lisant sa lettre, Toshio Hanazawa, mort le 12 avril 1945, à l'âge de 23 ans, on ressent le regret qu'il a de vendre sa jeunesse pour le sacrifice auprès de sa patrie. On peut le résumer en une phrase. La bouture de fleurs de cerisier ne fleurira jamais et ne connaîtra jamais les fleurs de l'automne. Dans Les Misérables, Fantine donne tout à sa fille Cosette. Elle lui donne l'argent qu'elle récupère avec ses cheveux, avec ses dents, avec sa personne tout entière.
Elle est loyale à sa fille, Veuillez conclure. dont elle place le bien-être au-dessus de sa propre personne. Donc finalement, que reste-t-il du sacrifice, mis à part effectivement le bain de sang, les larmes de sa fille? Il y a des mots qui ne se travestissent pas comme la loyauté. Alors au-delà des mots, les actes forts. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant demander à sa contradictrice de bien vouloir se lever et poser une question. La vertu morale qu'est la loyauté a-t-elle toujours besoin de souffrir pour s'accomplir ? Si vous entendez par le sacrifice qu'il doit s'accompagner de souffrance, oui. Et souvent, le sacrifice, lorsqu'on le fait par rapport à soi, et parce qu'il résulte d'un arbitrage, c'est-à-dire de se défaire de certaines choses, notamment ce que je disais, de ce qu'on a de plus précieux au monde, oui, il s'accompagne de souffrance. Alors, le sacrifice s'accompagne de souffrance. C'est d'ailleurs, d'un point de vue étymologique, sacrificium, la désignation de l'ablation, la mutilation d'une partie de soi. À ce titre, à vous écouter, on a un petit peu l'impression que la loyauté est une vertu qui a besoin de souffrance pour exister. Or, c'est un raisonnement qui est extrêmement dangereux et qui peut même habituellement être réutilisé par des régimes totalitaires ou des personnes manipulées pour justifier la souffrance d'autrui afin d'atteindre leur fin. Mais vous partez de la notion de sacrifice à partir de son étymologie. Au fil des siècles, un mot évolue. C'est-à-dire qu'il y a des glissements sémantiques et qu'il y a de nouvelles interprétations qu'on peut donner à ce mot-là. L'argument que vous utilisez est au final un argument d'autorité en disant que par l'étymologie, le sacrifice a cette dimension-là. Et vous me faites dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire me mener à des propos qui Et maintenant, toujours sur le sujet, la loyauté se trouve-t-elle forcément dans le sacrifice? À la négative pour le laboratoire HEC, Lucie Hack. Le chronomètre est lancé. Sur l'échiquier, l'offensive des Blancs se déploie. Le moment est critique. À l'image de la guerre, où l'on sacrifie ses soldats, à l'image de nos relations, où l'on donne une part de nous-mêmes, les Noirs doivent sacrifier. Ils doivent sacrifier un pion pour espérer sauver leur dame. Le joueur hésite. Il rêverait de voir ce pion promu. Or, sur l'échiquier, comme ailleurs, le sacrifice est souvent perçu comme le meilleur moyen de protéger ce qui compte. C'est d'ailleurs ce qu'on nous a toujours enseigné, que la vertu s'achète, qu'il faut se dépouiller pour protéger ce qui nous est cher, souffrir pour être moral, tout sacrifier pour être loyal. C'est ce qu'on nous rabâche à coups d'images d'Épinal. Quasimodo s'ensevelissant au cœur de Notre-Dame, ces pompiers se jetant dans ses flammes, ces soldats morts pour leur patrie, ces Spartiates donnant leur vie pour la cité. Comme si c'était dans le sacrifice que la loyauté atteignait son paroxysme. Mais ce lien n'a rien de naturel. D'ailleurs, nombre de sacrifices n'ont rien de loyal. Et confondre les deux reviendrait à tolérer un bien plus grand mal. Regardez ces Spartiates, arrachés à leur famille, battus, brisés, conditionnés. Comment dans ces conditions parler d'un sacrifice loyal lorsque celui-ci est fabriqué ? Lorsque celui-ci n'est pas le fruit d'un dévouement sincère, raisonné et libre. Lorsque celui-ci répond en réalité à un aveuglement dogmatique, à une servitude volontaire. La Boétie l'avait compris. La Boétie avait vu que les hommes se laissaient subjuguer au point de transformer leur soumission en vertu. Ainsi, le sacrifice, manipulé et subi, se voit coloré, habillé d'une parure loyale pour le rendre plus admirable. Si bien qu'il devient normal de saigner pour une soi-disant loyauté qui n'est pas définie.
Et ce danger ne vaut pas que sous des régimes autoritaires. Il est tapi dans nos sociétés, dans nos relations les plus ordinaires, jusque dans nos foyers. Si tu m'aimais vraiment, tu renoncerais à ce poste à l'étranger. Si tu étais un employé fidèle, tu ferais des heures supplémentaires. Si tu étais une bonne mère, tu te priverais davantage. Tant d'injonctions, travestissant le sacrifice en un acte de loyauté, alors qu'en réalité, il n'est question que de culpabilité, de crainte et de soumission. Et cette distinction est cruciale, car la loyauté ne se mesure nullement à l'aune d'une soi-disant souffrance sacrificielle. Elle n'exige en rien des actes déchirants, douloureux pour exister. La cantonner à ce qu'elle coûte ou à un geste de bravoure héroïque reviendrait à omettre sa véritable essence, celle qui réside dans cette disposition morale qui tient dans la constance, la durée et surtout dans la cohérence. Alors, évidemment, je le reconnais, il est aisé de se dire loyal lorsqu'on est épargné par l'adversité. Il est bien facile de se proclamer résistant depuis sa terrasse de Magot, ou de se dire philanthrope lorsque la misère ne vous arrache qu'un simple regard. Montaigne ne raillait-il pas déjà de son temps ces orateurs qui, disait-il, disent la justice sans la faire? Ce que l'on exige ici, ce ne sont pas des sacrifices sanglants, c'est de la cohérence entre vos actions et vos valeurs. Et cette cohérence n'implique pas la souffrance forcément d'un sacrifice, car ce dernier n'est ni une fin, ni le meilleur moyen d'affirmer sa loyauté. Car comment une telle vertu, destinée à nous élever, à nous rendre plus justes, devrait systématiquement exiger la douleur d'un renoncement? En réalité, la valeur ne se situe pas dans ce que l'on choisit. Elle se situe dans ce que l'on choisit nous-mêmes et qu'on n'abandonne pas. Ainsi, la loyauté est parfois d'autant plus honorable qu'elle n'est pas vécue comme un sacrifice. Le plus loyal n'est peut-être pas celui qui ressent une privation, un arrachement. Le plus loyal n'est pas celui qui avance le cœur lourd en se sentant dépouillé d'une partie de lui-même. Ce serait plutôt celui qui embrasse naturellement cette loyauté. Montaigne aimait profondément la Boétie. Face aux attaques qui le visaient, il le défendit au mépris de sa réputation. Lorsque la maladie le gagna, il resta juste... Interrogez-le sur son attitude et il vous répondra simplement « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Qui oserait voir un sacrifice dans ce qui est décrit ici comme une évidence? Qui oserait dire qu'il a renoncé à son temps et à son honneur quand la seule chose qui comptait, c'était l'amitié qu'il portait à la Boétie? Le véritable sacrifice aurait été de renoncer à son amitié pour conserver sa réputation. Comme si, en fin de compte, le véritable sacrifice de la personne loyale, celui qui était en train de trahir ses valeurs. Et ce sacrifice-là ne saurait être un honneur. Merci beaucoup. Je vais donc demander à son contradicteur de bien vouloir se lever et poser une question. Par rapport à quoi sommes-nous loyaux? La loyauté, c'est quelque chose qui a tout de même attrait à la morale. Nous ne parlons pas d'une simple fidélité passionnelle qui vient s'attacher à quelque chose. Il y a quelque chose de réfléchi dans l'action d'être loyal. Donc on peut être loyal envers des valeurs, envers des personnes, mais il ne faut pas réduire cela à un simple attachement passionnel, par exemple. C'est là tout le problème de votre réflexion à ajouter une dimension morale à la loyauté. Vous pouvez le faire, mais à partir du moment où vous ne promulguez pas votre morale par rapport aux faits qui se sont passés. La morale, par exemple, qui avait été utilisée lorsque vous évoquiez les gladiateurs, était celle qui avait été de la République romaine, par exemple. Et donc, vous avez utilisé le point de vue de la morale, et donc en nous apitoyant sur la question du...
j'aimerais vous dire une chose, c'est que d'abord, la morale n'est pas relative. Ça, c'est un écueil dans lequel vous êtes en train de tomber. Une chose, quand on dit quelque chose est mal, elle est mal partout. Vous me parlez certainement de normes, mais moi, je vous parle de morale, de cette attitude qui nécessite de la raison. La loyauté n'est pas un sentiment purement dogmatique qui peut se laisser aveugler par n'importe quoi. Et considérer cela, c'est extrêmement problématique, car c'est justement ce qui peut permettre aux gens de s'enliser dans des manipulations et dans les manipulations des régimes autoritaires, par exemple. Un, deux, un, deux. Faut parler comme ça. Faut parler comme ça. Merci beaucoup. Alors sur le deuxième sujet, le sacrifice de soi est-il nécessairement un honneur à la positive pour orateur ENS, Kenzo? Arnaud Beltrame. C'est le nom de l'homme qui, le 23 mars 2018, a donné sa vie au terroriste Redouane Lattim en échange de celle de Julie Grand, dernier otage du criminel. Militaire, Beltrame aurait pu rester aux côtés du GIGN et attendre que l'assaut soit lancé. Non, il a préféré négocier directement avec le terroriste pour sauver un civil. Donner sa vie pour autrui en servant son pays. N'est-ce pas là le plus grand honneur fait au genre humain et à la France? Nous en avons toutes et tous convenu lorsqu'à Paris, nous avons érigé une plaque en sa mémoire. Comment ne pas comprendre que le sacrifice de soi est le plus grand honneur qui existe? Je ne vous parle pas ici de la finalité du sacrifice, ce n'est pas ça qui fait le plus grand honneur. Non, c'est bien l'acte lui-même du sacrifice. Un terroriste qui se ferait exploser dans un bar ne loue aucune cause louable. C'est un homme de la pire espèce. Sa cause est immonde. Et pourtant, par son sacrifice, il honore bien une cause, aussi détestable et odieuse soit-elle. Le sacrifice est absolu. Il est désintéressé et irréversible. Et c'est sa radicalité qui fait tout l'honneur du sacrifice. Donner sa vie est une telle forme d'honneur que certaines cultures ont même érigé le suicide en seul remède au déshonneur. Nous avons toutes et tous entendu parler du seppuku au Japon. Cette pratique qui permet aux guerriers échoués dans sa mission de préserver son honneur. C'est devenu presque une légende associée aux samouraïs et racontée aux enfants. Mais il faut bien comprendre la signification culturelle d'un tel acte. Dans le Japon médiéval, la valeur d'un individu ne se définit pas par sa nature, elle ne se définit pas par qui il est intrinsèquement, elle se définit par son énergie, par ses possibilités d'action. Dès lors, l'échec est un déshonneur. Le suicide, ritualisé, s'impose comme ultime recours à ce déshonneur. L'éventrement, devenu presque symbolique, s'achève par la décapitation du maître par son disciple. La pratique du seppuku n'est pas une épreuve pour le guerrier. Elle est son ultime acte d'honneur pour préserver sa dignité. J'ajouterais que donner sa vie est également le plus grand signe d'honneur que l'on puisse faire aux principes que nous avons choisis pour nous gouverner. Imaginez un homme, un citoyen, qui, de son plein gré, a toujours vécu dans une ville ou une société donnée. Ces lois lui ont toujours paru bien commodes, mais un jour, il est accusé de pervertir la jeunesse. Il est arrêté, emprisonné, il sera mis à mort.
Un de ses amis trouve cette punition bien trop exagérée. Il s'infiltre par effraction dans sa cellule et lui propose de s'évader. Mais non, l'homme refuse. Et pour cause, cet homme, c'est Socrate. Après avoir tant joui de ces lois protectrices de la société, après avoir tant joui de sa bonne vie dans la cité, lui désobéir maintenant, désobéir aux lois pour son propre bénéfice, fût-ce une question de vie ou de mort, ce serait injuste. Alors, Socrate se sacrifie. Et par là, il honore la justice humaine. Il lui dit « Je ne suis rien, tu es tout. Si c'est ma vie qu'il te faut, je te la donne. » Se sacrifier, c'est donc bien la marque d'un triple honneur. Un honneur fait à autrui, un honneur fait à soi-même, un honneur fait à un principe. Autrui peut être une personne détestable. On peut soi-même être immoral, et le principe que l'on sert peut être odieux. Mais on se sacrifie. Ne pas voir dans le sacrifice la marque du plus grand honneur qui soit, c'est au fond être nihiliste. C'est ne pas voir dans la vie la valeur absolue, et dans son abandon, le plus grand des sacrifices et le plus grand des honneurs. Alors, ne soyons pas nihilistes. Reconnaissons l'évidence et disons-le clairement. Il ne suffit pas de dire que le sacrifice de soi est un honneur. Il faut encore dire que c'est le plus grand honneur qu'il se puisse faire. Merci beaucoup. Je vais demander à son contradicteur de se lever et de poser une question. Si la vie a une valeur absolue, l'honneur n'est-il pas au contraire de refuser le sacrifice ? Mon propos n'était pas de parler de l'honneur de l'individu qui se sacrifie, c'est plutôt de se dévouer à une cause, peu importe sa valeur, jusqu'au bout. Le sacrifice ultime, celui qui sacrifie la vie, qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est ça qui fait l'honneur, car on se place en dessous de l'objectif que l'on sert. Merci beaucoup. Donc vous venez de dire que l'honneur est une dignité morale, un ensemble d'actions, de principes, de règles qu'on se donne pour agir avec dignité. Et c'est au contraire pas seulement une question de mourir avant, après, servir une cause qui est morale ou pas, ce n'est absolument pas la question. C'est plutôt le fait de refuser l'injonction au sacrifice qui maintient l'honneur, c'est-à-dire la dignité morale d'un individu. Le sacrifice n'est pas une question de dignité morale, c'est une question de dévouement. Merci beaucoup. Eh bien, toujours sur le même sujet, le sacrifice de soi est-il nécessairement un honneur ? À la négative pour le laboratoire HEC, Alexandre Fassier. Là. Je vais laisser comme ça. Ça va être très bien. Bon. 17 minutes, très au noir. La situation semble difficile, mais là le fou s'élance et se sacrifie. Il obtient une situation très avantageuse, une position qui l'honore. Alors, dans un champ de bataille, métaphore de l'échiquier, on a tendance à penser qu'a priori, le soldat qui se sacrifie fait un acte digne, honorable. Mais après tout, j'ai du mal à comprendre comment le sacrifice n'est pas une question de dignité morale quand les sous-thèmes des sujets sont le sacrifice, l'honneur et la loyauté. Le sacrifice est un renoncement, une privation, un arbitrage, nous nous sommes mis d'accord là-dessus. L'honneur, lui, est la dignité morale d'un individu. On parle de sens de l'honneur, on parle de l'action positivement connotée et positivement récompensée. Mais en vérité, le sacrifice de soi n'est jamais automatiquement un honneur. Le sacrifice de soi peut être une démarche aveugle, et la démarche aveugle n'a rien d'honorable. Le sacrifice n'est pas seulement la plus grande de toutes les idées, le triomphe de l'altruisme,
une forme de noblesse. Le sacrifice, c'est aussi le triomphe du fanatisme, c'est une forme, et c'est triste, de bassesse. Alors, le déshonneur n'est pas l'échec, mais c'est au contraire refuser le sacrifice qui est un déshonneur. L'honneur, notamment chez les héros, les soldats, est un instrument de pression sociale. Vous êtes mis au banc, vous êtes couvert d'opprobre. Imaginez un soldat spartiate, un enfant arraché à sa famille, un guerrier qui manie aussi bien les arts que les armes, un séide, acquis à un seul principe, le sacrifice de soi. Alors, l'amour inconditionnel de sa cité, les principes moraux qui guident son action, couplés au désir de rendre sa cité immortelle, affaiblissent son esprit critique. Fait du sacrifice une doctrine. Et pire, lui enlève sa dignité, fait de lui un simple pion, un animal docile. Ce soldat est un Spartiate, mais c'est aussi un kamikaze, c'est aussi un soldat français en 14. Mais c'est peut-être pire que cela. Peut-être que quand on se sacrifie, on ne se dépasse pas. Bien au contraire, on se détruit. Considérer que le sacrifice de soi est forcément un honneur et non seulement faux, mais c'est aussi très dangereux. C'est ignorer que le sacrifice, c'est aussi parfois une aliénation totale, une perte de dignité, une perte d'honneur, une servitude volontaire au sens où l'entendait la Boétie. Fantine dans Les Misérables, vous avez pris cet exemple, eh bien gardons-le. Fantine dans Les Misérables sacrifie tout pour ses enfants, mais elle pousse le sacrifice dans l'oubli total de soi. Le sacrifice n'est plus seulement un acte noble, c'est une pathologie. Ce sont ceux qui vivent à travers les autres. Ce sont ceux qui s'oublient totalement. C'est une perte d'identité. Et qu'est-ce qu'une perte d'identité, sinon une perte de dignité ? Mais soit. Admettons un seul instant que le sacrifice soit un parfait dévouement, une vertu morale. Mais c'est en lui refusant les honneurs qu'il est admirable. Considérez, cher public, cher jury, que le sacrifice est nécessairement un honneur, c'est le rendre moins digne. Car c'est l'absence d'honneur qui rend un sacrifice encore plus noble, encore plus noble. Alors oui, bien sûr, il nous faut des figures héroïques exceptionnelles, ceux qui éclairent leur siècle, comme des météores qui traversent l'espace, qui traversent la nuit noire, des Jean Moulin dont se souviennent les livres d'histoire, des figures populaires. Mais en vérité, l'honneur est dans l'ombre, pas dans la lumière. Alors c'est simple. Aux uns, le Panthéon, les tombes fleuries. Aux autres, l'abandon, l'oubli. Arnaud Beltrame, oui, était digne. Mais il aurait peut-être encore été plus digne, plus noble, sans un affolement médiatique, pour laisser la pudeur du sacrifice. Car posez-vous cette question. Y a-t-il plus d'honneur à être célébré ou à être oublié ? Lequel est le plus digne des deux ? Le plus noble, le plus pur, le plus prestigieux ? Le sacrifice apparent, récompensé ? Ou le sacrifice intime, qui lui restera toujours secret. Merci beaucoup. Je vais donc appeler son contradicteur à bien vouloir se lever et poser une question. Si le sacrifice, comme vous le dites, est la conséquence de l'aveuglement, pensez-vous que les pompiers qui, par exemple, s'enfoncent dans les flammes en sachant leur mort, ne sont en réalité que des hommes aveuglés ? Ce n'est pas un aveuglement, c'est un choix lucide et parfaitement honorable. Lucide car ils ont pesé le pour et le contre en faisant un calcul avant de s'engager. Et donc c'est un choix parfaitement lucide qui résultait d'un calcul avant l'action même, au moment de leur engagement, qui les honore et dont on devrait par ailleurs être tous très fiers. Je pense que vous confondez l'honneur comme propriété sociale et l'honneur comme propriété morale. Toutes les sociétés érigent des hommes en figure d'honneur. Franco, par exemple, a érigé un jeune royaliste en homme d'honneur dans son régime. Vous faites en réalité une confusion
entre le social et le moral. Il y a peut-être une confusion entre Franco, mais ici vous prenez l'exemple du biais du survivant, à prendre l'exemple qui vous intéresse, mais en réalité les deux sont souvent très liés. C'est l'honneur moral, c'est la dignité morale d'un individu qui souvent implique un honneur social. Arnaud Beltrame est digne moralement. Il a un sens de l'honneur personnel, moral. Et le sens de l'honneur lui est rendu avec des cérémonies, des célébrations, et peut-être pour les plus grands hommes, le Panthéon. Merci beaucoup. Eh bien, pour terminer ce choc du côté de Orateur ENS, sur les sous-thèmes sacrifice, loyauté et honneur, donc à la positive, Abigail Marseille. Désolée. Nhadbouk ou Moutarlik. Voilà les premiers mots que m'a appris ma grand-mère dans sa langue maternelle. Nhadbouk ou Moutarlik. Je t'aime et je meurs pour toi. Cette phrase résonne en moi lorsque je vois la loyauté qui s'exprime dans le sacrifice. Mais elle ne résonne pas qu'en moi, elle résonne en vous. Elle résonne en vous quand vous lisez Les Misérables et que les larmes coulent de vos yeux devant le sacrifice de Fantine pour Cosette. Elle résonne en nous tous lorsque d'une même émotion nationale, nous reconnaissons à Arnaud Beltrame le rang de héros. Nous n'hadbouk muta'alik. Voilà ce qu'est la réelle loyauté. Celle qui ne se laisse pas, celle qui ne ploie pas devant la difficulté, celle qui résiste même à la plus dure épreuve, celle de la mort. Voilà ce qu'est la loyauté. Elle est bien pâle à côté. La loyauté qui n'accepte aucune difficulté. La loyauté sans coup, celle qui serait naturelle et qui n'existe que dans les essais de Montaigne, qui n'existe que peut-être dans vos échiquiers, mais qui n'existe pas dans la vraie vie, parce que tous ceux qui ont été face au coup de la loyauté savent ce qu'il représente, savent que l'on peut être face à des injonctions contradictoires et qu'à ces moments, c'est là où la loyauté est mise à l'épreuve et où elle requiert un sacrifice. Et ce sacrifice est dur, oui, il est dur. Il ne faut pas le nier. La cohérence, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, c'est quelque chose que l'on choisit. Chaque jour, dans des décisions difficiles, cela peut être le fait de donner sa vie, c'est la décision la plus difficile que vous n'aurez jamais à faire, mais cela se fait tous les jours quand vous choisissez de vous abandonner pour mettre quelqu'un devant vous, pour mettre une cause devant vous, pour vous sacrifier et choisir la loyauté. Alors oui, c'est dur, oui, c'est un sacrifice et c'est pour cela que c'est honorable. Parce que l'honneur, n'est-ce pas l'autre nom du sacrifice ? N'est-ce pas, non pas l'acte moral dont vous parlez, mais un principe de loyauté fondamentale, où l'on est prêt à se jeter dans la bataille pour un ami qui a lancé le premier coup. Oui, nous sommes prêts à prendre les coups pour cet ami-là, même s'il a tort. Oui, nous sommes prêts à défendre l'ami qui est critiqué de toutes parts, alors même que nous sommes convaincus qu'il a tort. Car la loyauté et l'honneur que fonde la loyauté n'est pas un principe moral, c'est un principe de fidélité. Alors je ne m'aventurerai pas avec vous dans la course au point Godwin et aux accusations de totalitarisme, mais je vous inviterai à considérer le fait que chaque société a pris,
honoré ses victimes, chaque société a honoré ses martyrs, et que ces honneurs-là ne sont pas toujours des honneurs moraux. Voyez-vous le kamikaze? Voyez-vous le terroriste? Ceux qui se font sauter et qui emportent avec eux toutes les vies qui les entourent. Ces hommes ne sont-ils pas guidés par une certaine vision de l'honneur? Ne pensent-ils pas accéder par leur sacrifice à quelque chose de plus grand qu'eux? Oui, c'est dans l'honneur que le problème se trouve, non pas dans notre définition de l'honneur. Vous me dites que, en parlant de sacrifice, en liant tout honneur à un sacrifice, nous avons un propos dangereux. Mais au contraire, c'est en faisant ça que nous pouvons prendre un point de vue critique sur ce qu'est l'honneur. Parce que le ver est déjà dans le fruit, mesdames et messieurs. Si vous prenez l'honneur comme boussole morale, vous vous perdrez à chaque fois. Car dans le champ de l'honneur se côtoient à la fois les pourritures et les saints. Dans le champ de l'honneur sont dissemblables toutes ces personnes qui diffèrent les unes des autres par leurs actions morales, mais qui sont rassemblées par la même chose. Et cette chose est la négation de la vie comme dernier principe. Alors ne soyons pas de bons petits soldats, voyons que le problème est dans l'honneur même, et que l'honneur, en tant qu'il peut ériger tout sacrifice en forme de dévouement, est le problème. Merci beaucoup. Je vais donc demander à son contradicteur de bien vouloir se lever et de poser une question. Tout sacrifice en forme de dévouement et que ça pose problème. Donc le fait de pouvoir se sacrifier pour n'importe quelle cause n'est-il pas un problème? Si justement, et c'est pour ça que nous défendons que le problème n'est pas seulement dans une définition de l'honneur, le problème est dans l'honneur en soi. La culture de l'honneur peut être mortifère. La culture de l'honneur, c'est ce qui pousse à mettre quelque chose au-dessus de la vie humaine. Et donc nécessairement, c'est un sacrifice, et donc le problème doit être vu dans l'honneur et non pas dans la conséquence qu'il a. Donc précisément, mettre l'honneur au-dessus de certaines valeurs, vous venez de le dire, peut être un problème, peut être mortifère. Ça veut donc dire que quand on est prêt à mourir par honneur, quand on est prêt à mourir pour la loyauté qui est un honneur moral, quand on est prêt à se sacrifier, ça peut avoir des penchants dangereux. Ce n'est pas une histoire de point Godwin de dire que cela peut mener à l'autoritarisme, c'est une lucidité de dire que ces dérives peuvent être créées, peuvent être instrumentalisées et que le sacrifice peut être camouflé pour des desseins bien plus sombres. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que votre initiative de distinguer loyauté et sacrifice, honneur et sacrifice, ne permet pas de voir le problème au fond. Le problème est dans la culture de l'honneur, parce que toute société érige des valeurs qui poussent au sacrifice. Toute société a sa notion d'honneur, et c'est la notion même d'honneur qui pousse au sacrifice et qui est problématique. Merci beaucoup. Et donc pour conclure ce débat en général sur les sous-thèmes sacrifice, loyauté et honneur à la négative pour le laboratoire HEC, Brieux-Massicard. Plus que 5 minutes à la pendule. Très au noir. La partie est fermée. La nulle semble de plus en plus inéluctable. Le joueur observe, calcule, et d'un geste sobre mais mesuré, déplace sa tour en G3. Et là, les yeux de l'adversaire s'écarquillent. Son pion est en F2. La prise est évidente. C'en est presque trop facile, mais à ce moment-là de la partie, un tel avantage matériel, cela ne se refuse pas. Alors il tranche. Pion prend G3. Et là, il réalise. Mais c'est trop tard. Le pion noir avance inexorablement en F2. Au tour prochain, il sera inévitablement promu. Par le sacrifice de sa tour, le joueur noir sait créer un avantage quasi décisif. Et là,
Le public est subjugué. Mais quel coup brillant! Oui, mais qu'aurait-il dit? Qu'aurait-il dit si le joueur noir avait pu obtenir le même sacrifice et le même avantage, mais cette fois-ci en sacrifiant son cavalier? Aurait-il toujours parlé de sacrifice brillant ou aurait-il regretté une erreur grossière et disproportionnée? Chère contradictrice, c'est à cette question que vous répondez mal. Car à reconnaître au sacrifice, quel qu'il soit, quoi qu'il coûte, des vertus morales intrinsèques, vous ne le voyez plus comme un moyen, mais comme une fin. Et un groupe ou une société qui érige le sacrifice comme une finalité est voué à l'autodestruction. Il est là le nihilisme que vous craignez, c'est vous qui le prônez. Ce que vous ont successivement démontré nos deux premiers orateurs, c'est que la loyauté et l'honneur ne se retrouvent pas nécessairement dans le sacrifice et n'ont pas nécessairement besoin d'être consacrés par un sacrifice. Alors oui, le sacrifice implique une souffrance, comme nos deux camps se sont mis d'accord avant que l'étymologie vous fasse peur, alors qu'elle vous servait précisément. Mais cette souffrance-là ne s'évalue qu'au rapport de l'objectif que l'on cherche à atteindre. Jamais le sacrifice ne doit être évalué dans l'absolu en tant que tel. Il n'y a pas de loyauté à se sacrifier pour une cause déjà perdue. Il n'y a pas de dignité à souffrir plus que nécessaire. Pire encore, un groupe qui ne voit la loyauté qu'au travers du prisme du sacrifice est un groupe qui court à sa propre perte. C'est ce que nous dit René Girard dans La violence et le sacré. Le sacrifice ne doit jamais être érigé en norme, car il ne serait dès lors plus la résolution de la crise mimétique, mais son objet. On ne se sacrifie plus pour la communauté, on veut se sacrifier plus que le voisin pour montrer qu'on lui est plus loyal et qu'on se sent donc plus honorable. Et cette course au martyr, elle s'observe dans nos sociétés, elle s'observe dans la radicalisation des groupes djihadistes. Vous avez parlé des actes terroristes, mais aujourd'hui, les attentats kamikazes ne remplissent plus un objectif cynique d'efficacité meurtrière. Ils sont une profession de foi. Ne compte plus les morts que l'on fait, seulement la mort que l'on se donne. Or, le danger de cette glorification du sacrifice réside dans l'incapacité de dissocier l'idée du moyen utilisé pour l'exprimer. Un idéal qui consume systématiquement ses défenseurs n'a plus personne pour le défendre. Reprenons l'exemple de Sparte, qui d'ailleurs, je vous l'indique, se situe en Grèce et pas dans l'Empire romain. Sparte ne faisait pas que défendre sa culture par le sacrifice, Sparte défendait une culture du sacrifice. Être spartiate, c'est être prêt à mourir pour la cité, ni plus, ni moins. Oui, le sacrifice de Léonidas et des 300 a efficacement défendu la cité contre la Perse et Perse. Mais quelle trace laisse-t-il dans l'histoire autre que celle-ci? Quel héritage voulez-vous qu'il vous transmette s'il fallait être prêt à mourir pour le faire vivre? Alors oui, je vous le concède, il y a des sacrifices qui méritent tout le crédit qu'on leur accorde. Mais je vous parle là de ceux qui opèrent un choix fort et nécessaire, ni celui de la fuite, ni celui de la para. Moi, je vous parle de Jean Moulin, qui préfère mourir plutôt que de trahir la résistance. Je vous parle de Nelson Mandela, qui préfère passer 27 ans de sa vie en prison plutôt que de laisser triompher l'apartheid. Et puisque vous voulez en parler, je vous parle d'Arnaud Beltrame, qui préfère sa propre mort plutôt que celle d'une victime innocente. Ces sacrifices-là sont des actes de loyauté, ces sacrifices-là sont des actes honorables, mais ces sacrifices-là sont précisément des actes exceptionnels. Des coups d'éclat singuliers qui ne sauraient se substituer à une lutte longue, âpre, invisible. Alors allez-y, systématisez le sacrifice, rendez-le banal, rendez-le normal, exigez-le, mais sachez une chose, ce faisant, vous ne créez plus de héros, vous videz l'acte de sa substance, vous trahissez son combat. Alors pour qu'il demeure un symbole, le sacrifice, jamais, ne doit être symbolique. Merci beaucoup. Je vais donc demander à sa contradictrice de bien vouloir poser une question. On m'entend ? Pouvez-vous me donner un exemple d'un acte honorable qui n'a requis aucun coût ?
Un exemple d'acte honorable qui n'a requis aucun coût, on peut penser à plein d'actes qui ont été faits pendant la Résistance, par exemple. Parce que, évidemment, Jean Moulin est érigé, Jean Moulin est panthéonisé parce qu'il a été torturé, parce qu'il a souffert et que face à cette souffrance, il a refusé de trahir. Maintenant, il ne faut pas que ce sacrifice cache, dissimule tous les actes de résistance qui n'ont pas eu de conséquences de souffrance, qui n'ont pas eu besoin de faire ce sacrifice. Vous banalisez de manière assez radicale ce qu'est un acte de résistance. Le coût, ce n'est pas nécessairement seulement être torturé. Le coût d'un acte de résistance, c'est la peur d'être pris, c'est la menace qui est sur sa famille, c'est les heures que l'on passe à fomenter des actes de résistance et que l'on ne peut pas passer à cacher sa famille, que l'on ne peut pas passer à la nourrir. Donc tout acte honorable a un coût, tout acte honorable requiert un sacrifice. Mais nous ne glorifions pas ce sacrifice, il peut être louable, mais nous appelons à prendre en compte le fait que tout acte d'honneur, en ce qui requiert un sacrifice, peut être dangereux. Mais c'est précisément là l'erreur que vous faites. Oui, tout acte d'honneur peut être dangereux à partir du moment où l'honneur est construit, où l'honneur est fabriqué, où l'honneur est une construction morale. Vous nous avez parlé tout à l'heure, et je vous reprends là-dessus, de l'exemple du harakiri et des soldats japonais qui préféraient se suicider. Mais justement, dans cette situation-là, l'acte n'est plus honorable. Parce que la norme ayant fait passer le suicide pour l'honneur, ce n'est plus se suicider qui est honorable, c'est refuser de le faire qui devient déshonorable. Il n'y a donc plus d'acte honorable, il y a juste un danger persistant à systématiser et à automatiser le sacrifice comme un acte d'honneur. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut à nouveau les applaudir vraiment bien fort. Levez-vous. Et le jury va se retirer pour aller délibérer. On vous retrouve tout à l'heure, en fait. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce merveilleux match. La conclusion d'une année de souffrance, bien évidemment, je l'ai dit. Merci à nos orateurs, c'était formidable. Tout de suite, nous allons entendre quelques mots de la part de notre cher juré pour avoir un retour généraux sur le match d'aujourd'hui, puis nous allons passer à l'annonce des points. Alors, j'ai appris comment ça marchait, c'est ça que... Merci. Donc, je vais être très courte. C'est un honneur d'être ici. J'ai fait le sacrifice de mon début de soirée, mais je garde toute ma loyauté envers Valentine et tous les organisateurs de la fédération. Merci à vous. Monsieur Jansoma, vous pouvez venir. Bonsoir. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas le moment où on lance le morceau de viande, c'est-à-dire le trophée. Donc, on ne fait pas de retour sur les propositions, mais simplement un mot. Si vous pouvez le faire. Je peux. Alors, j'y vais. Vous êtes prêts ? Qui a gagné, bien évidemment. Non, bien sûr. Bon, je trouve que votre position était la plus facile. Vous aviez un boulevard. Vous, c'était une position difficile. Et il me semble qu'effectivement, vous vous êtes sans doute un petit peu perdu. Et après, j'en dirai davantage. Merci beaucoup. Et j'appelle notre dernier juré. Pour un retour assez rapide. Parfait. Pas rapide, hein. Alors je vous explique tout de suite. Quand je donne ma soirée, je ne fais pas des retours rapides. Alors je vais vous prendre les uns après les autres.
C'est l'exercice que je m'impose. Parce que j'ai souffert ce soir. J'ai souffert ce soir comme beaucoup de personnes. Je me suis sacrifié aussi. J'ai été loyal à la cause. Et j'ai envie de vous dire ce que j'ai pensé de cette soirée. Il faisait chaud dehors quand je suis arrivé. Je transpirais abondamment. Et je me suis dit, tiens, on va bien rigoler lors de cette joute oratoire. Ça va être sympathique. Puis j'ai lu la thématique et la sous-thématique. Et les 3 sujets qui parlaient de sacrifice. Donc vous avez parlé de pompiers qui s'enflamment, de kamikazes, de suicides, de haraki, de mort, de mort, de mort, de mort, de mort, de mort. Ah, il est mort lui aussi. Et de mort encore. Moi qui pensais naïvement que nous allions parler du sacrifice de celui qui, lors d'une balle au prisonnier, ose être le premier prisonnier pour pouvoir renvoyer la balle, de celui qui mange la première tranche du pain de mie, de celui qui donne son petit strapontin dans le métro à une femme enceinte et âgée. Ce sacrifice-là, c'est le premier sacrifice auquel je crois et que je pratique quotidiennement. Le sacrifice aussi de celui qui lève ou baisse. Qui lève quoi? La lunette des toilettes. Alors, vous avez décidé très clairement de faire une oraison funèbre ce soir. Tristan, Luxembourg. Tristan, levez-vous. Oui? Tristan, comme le Luxembourg, mais avec ER à la fin, levez-vous. Le vent souffle, il est temps de s'en aller. Vos premiers mots. J'aurais dû vous prendre au mot et partir. Oui, je suis méchant. Vous avez été un steward. Du début à la fin de votre discours, mesdames et messieurs les kamikazes, vous n'avez pas besoin de mettre vos ceintures de sécurité. Si dans l'avion il y a une dépressurisation, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt mourir. Atteignez votre cible et vous ne tremblerez pas, vous finirez en miettes comme Tristan avec 2 R à la fin de son nom de famille. Tristan, je me moque de vous, mais il y avait plein de qualités dans votre discours. Et je me suis dit, puisque vous parliez du sacrifice, que lorsque il y a ce moment extrêmement gênant dans ce discours, vous avez madame qui est là-bas, qui lève la main et qui tape, tout d'un coup, pour annoncer qu'il ne reste plus que 30 secondes, que vous alliez dire « Non, mais moi je vous explique, je suis un kamikaze, donc je vais me sacrifier pour mon équipe, je vais parler plus de 5 minutes 30 et il n'y a pas de problème. » Là, je vous aurais donné un point, on vous aurait éliminé, mais vous auriez quand même eu le point. Vous avez dit « Il y a des mots qui ne travestissent pas comme la loyauté, il y a des orateurs qui ne se travestissent pas, et vous en êtes. Bravo. » Merci beaucoup Tristan, Luxembourg avec ER, mais on a très peu de temps, donc tu auras pris pour tout le monde peut-être. C'est vrai, on a si peu de temps que ça. Parce que j'avais plein de blagues sur Lucie. Ou devrais-je dire Lucie! Moi je suis pas du tout énervé, j'aurais dû prendre mes médicaments avant de venir, mais c'est pas grave, c'est Tristan qui m'a énervé. Je passe donc à Kenzo. Kenzo, nous avons érigé une plaque en sa mémoire. Vous êtes pris pour qui? Vous n'étiez pas là quand on a érigé une plaque en sa mémoire. Oui, pardon. Kenzo. Oui, en plus j'ai une blague sur votre nom de famille où je trouvais que c'était le premier... Votre prénom, c'était... Kenzo, c'est votre premier sacrifice. C'est pas un nom, prénom facile à porter. Oui, j'avais dit que j'étais gentil, mais je suis méchant. Il y a plein de qualités dont vous avez fait preuve. Alexandre, quand il arrive, il remet sa mèche de cheveux. Hein. Mais par contre, j'ai presque fini. Par contre, le test du micro, il a été incapable de baisser ce micro. Vous avez été terriblement mauvais là-dessus. Alors que Abigail, le test du micro, elle a su le baisser. Et elle était brillante du début à la fin. Bravo. Enfin, Brieux. Alors Brieux, il a fait un discours que j'ai nommé le discours de la plaque d'immatriculation, GH, F2, B1, BX, B2, C3, F4. Bref, j'aurais été policier, je vous aurais mis des amendes. Vous avez tous,
je fais des blagues, parfois elles sont un petit peu difficiles, mais en réalité je connais la difficulté de cet exercice. Exercice dense, exercice que j'apprécie beaucoup. Et j'ai aimé vous écouter, j'ai aimé vous entendre réfléchir. Je sais aussi la part d'improvisation qui est parfois difficile dans ce genre d'exercice, mais vous avez été doué, vous avez été brillant. Je sais que vous aviez simplement 72 heures pour préparer vos sujets. Vous pouvez être fiers de vous. Je sais aussi que vous êtes jeune et que c'est un exercice que vous avez pratiqué cette année. Et je suis certain que l'orateur que vous êtes aujourd'hui peut être fier de l'orateur qu'il sera dans quelques années, parce que vous êtes sur un chemin et j'ai vu en vous des orateurs de qualité. Bravo. Merci beaucoup. On va donc pouvoir passer au moment final, au moment des délibérations, au moment des points. Valentine, c'est ton tour. Alors, je vais donc annoncer les 2 points individuels et le point de cohérence, c'est ça? Très bien. Alors, le point de cohérence d'équipe est attribué à... Est-ce qu'on peut faire des roulements de tambour à chaque fois et tout? À l'ENS. Le point de meilleur orateur ou meilleure oratrice ainsi que le point de meilleur orateur et meilleure oratrice dans un affrontement est attribué à la même personne. Donc on peut vraiment là faire un big roulement de tambour. Brieux Massicard. Maintenant, nous allons passer au point qui compte, au point qui déterminera la victoire. Nous allons commencer par le dernier choc. Brieux face à Abigaël. Ça peut paraître difficile à croire, mais bravo à l'ENS. Pour notre deuxième choc, Alexandre contre Kenzo. Roulement de tambour. C'est HEC qui l'emporte. Et pour notre tout premier match, mais maintenant notre dernier, roulement de tambour. Bravo Lucie, bravo HEC! HEC, je vous nomme officiellement, pour cette année 2025-2026, champion de France de plaidoyer. Maintenant, vu qu'on n'a pas de temps, un seul mot chacun pour résumer l'année entière et votre ressenti aujourd'hui. Un seul mot. C'était long et difficile. Laborieux, surtout avec eux deux. C'est pas encore fini, on remet ça dans 10 jours. Merci à tous d'avoir assisté à cette finale. Vous êtes maintenant libres. Merci.